Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence sur la transition. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle France Leguet. Je suis conseillère en information et également chargée de relations avec l'enseignement secondaire et supérieur. Je travaille pour un service qui s'appelle Inforétudes et dont je vous détaillerai un petit peu les activités par la suite. Pour information, là, vos micros sont coupés, mais vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. Et à la fin de la conférence, je me ferai un plaisir de répondre aux questions qui seraient pertinentes et aussi à vous renvoyer vers le hall d'accueil sur lequel je pourrais éventuellement répondre à vos questions par la suite. Alors, quand on parle de transition, de quoi parle-t-on exactement ? Au point de vue de la définition, la transition, ça se définit par le passage d'un état à un autre. En l'occurrence, ici, on parle évidemment du passage de l'état d'élève à l'état d'étudiant. Alors, ce sera le passage que vous allez être amené à faire si vous passez de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur pour la prochaine année académique. Ce sera une année probablement de grands changements. Le passage peut être un petit peu anxiogène, puisque l'inconnu suscite toujours de la peur. Moi, je me souviens encore de ma dernière année, ma 6e primaire, avant de rentrer en première secondaire. C'est toujours un petit peu effrayant. Et donc, mon but avec cette présentation, ça va être de vous montrer un peu quelles sont les similarités et les éventuelles différences entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, mais voir aussi quelles sont les différentes choses qui pourraient vous aider dans ce passage. Alors, à la suite de l'enseignement secondaire, vous avez différents choix si vous décidez de reprendre des études supérieures. Vous pouvez soit faire des études qu'on appelle de type court, soit entreprendre des études qu'on appelle de type long. Alors, ces études de type court, elles se font généralement en haute école ou en école supérieure des arts, tandis que les études de type long se font également en haute école et en école supérieure des arts, mais peuvent se faire également à l'université comme à l'ULB ou éventuellement à l'école royale militaire. Alors vous voyez que dans mon petit schéma, je note que les études de type court font 3 ans sauf exception. Donc les études en haute école peuvent parfois être plus longues que 3 ans, tandis que les études de type long généralement font 5 ans, mais peuvent parfois être plus courtes ou plus longues. Ce sera par exemple le cas pour les études de kinésithérapie. Les études de kinésithérapie, vous pourrez les faire soit en haute école, soit à l'université. Des deux côtés, ces études compteront 4 ans. Par contre, si vous décidez d'entreprendre des études de médecine, à ce moment-là, vous serez parti pour 6 ans d'études à l'université. Alors, lorsque vous allez entreprendre des études supérieures, vous allez vous lancer dans différents cycles d'études. Vous allez avoir le premier cycle qui sera le cycle de bachelier. Alors des bacheliers, il en existe des différents. Vous allez d'abord avoir les bacheliers qu'on appelle professionnalisants. Ces bacheliers, on les retrouvera plutôt en haute école. Ce sont des bacheliers qui préparent véritablement à une profession, à un métier, et donc ce sont des études qui vont être davantage pratiques. Dès les premières années, vous pourrez avoir des stages, et donc à l'issue des 3 années d'études, vous serez prêt vraiment à exercer un métier. À côté de ça, vous avez un autre bachelier qui est le bachelier de transition, qui est le bachelier qu'on trouve dans les universités. Ce bachelier-là, quant à lui, il prépare à la transition vers le master. Et donc, ce bachelier de transition, en tant que tel, n'a que peu de valeur. Il en acquiert vraiment lorsqu'il est accompagné d'un master. Alors, le master sont des études de second cycle qui se font généralement en 2 ans. À la suite de ce master, vous pourrez éventuellement entreprendre ce qu'on appelle un doctorat. Alors, le doctorat sont les études de 3e cycle, c'est tout à fait optionnel. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui s'arrêtent après soit un bachelier, soit après un master. Mais il y en a certains qui décident d'entreprendre encore des études. C'est quoi le doctorat ? C'est le fait de développer une question de recherche qui soit originale dans son domaine précis d'études. Ça se solde par ce qu'on appelle une défense de doctorat, une défense de thèse. Et si vous réussissez, alors vous allez obtenir le titre de docteur. Alors, vous voyez que j'ai différentes indications quant au nombre d'années d'études du bachelier, du master, mais pas du doctorat. Le doctorat a une durée qui est plus ou moins flexible et qui dépendra un peu de votre parcours. Le bachelier, par contre, c'est 3 ans sauf exception, le master 2 ans sauf exception. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les parcours, ils vont être flexibles. Donc, c'est tout à fait possible de faire, par exemple, un bachelier professionnalisant en haute école et ensuite de passer dans un master à l'université. Il faut cependant faire attention aux conditions d'accès.
Ce sera par exemple impossible, après un bachelier en infirmerie, de faire un master en médecine. Par contre, ce serait possible, après un bachelier en infirmerie, de faire un master en santé publique, par exemple. Donc si vous avez pour envie de commencer vos études en haute école et de continuer à l'université, veillez quand même à regarder les conditions d'accès, en sachant toujours que, évidemment, les conditions d'accès actuelles sont en place pour l'année suivante. Vous voyez également que je parle de crédits sur mon petit tableau. Et donc, le bachelier va compter 180 crédits sauf exception et le master 120 crédits sauf exception. On voit 180 crédits pour 3 ans, 120 crédits pour 2 ans. Donc, en fait, un petit calcul rapide, on se rend compte que par année d'études, on a 60 crédits. Alors, c'est quoi les crédits? Les crédits, c'est en réalité l'unité de mesure de la charge de travail de l'étudiant. Alors, en secondaire, on va par exemple parler d'un cours de maths 5 ou de maths 7 en fonction du nombre d'heures qui vont être allouées à ce cours. À l'université, on n'emploie plus ce système-là. On va plutôt parler de cours à 5 ou 10 crédits, par exemple. Alors, on sait qu'une année, c'est 60 crédits, mais que vaut un crédit? Alors, un crédit, ça vaut en moyenne 30 heures de travail. Quand on parle d'heures de travail, c'est le package complet. Donc, il s'agit véritablement du fait d'assister aux cours, d'assister aux travaux pratiques, des cours à option, les laboratoires, mais aussi tout le travail que l'étudiant va fournir à domicile. Donc, c'est vraiment une notion de travail globale. Alors, si on fait un rapide calcul, encore une fois, 60 crédits par an, 30 heures de travail pour un crédit, si on enlève les quelques semaines de vacances, etc., on peut compter qu'en moyenne, pour une année d'études, un étudiant devra fournir 42 heures de travail, 42 semaines par an. Alors évidemment, ce chiffre, c'est indicatif, ça va être tout à fait variable d'un étudiant à un autre, d'une filière à une autre, etc. Mais c'est simplement pour mettre en évidence le fait que le métier d'étudiant, comme on appelle ça, c'est véritablement un métier à temps plein. Alors, comme je le disais encore une fois, chaque cours va être associé à un certain nombre de crédits. Qu'est-ce qu'on en fait de ces crédits? En fait, on sait qu'un étudiant doit réussir ses cours, ses évaluations, pour valider les crédits et donc passer en année supérieure. On parlera des évaluations un peu plus tard dans la présentation. Alors, ces crédits, ils sont utiles pour deux choses. Premièrement, pour évaluer effectivement l'importance des matières quand on va comparer des grilles de cours. Exemple, vous détestez les maths, mais vous hésitez entre des études d'ingénieur civil architecte ou des études d'architecture. Vous détestez les maths, il se trouve qu'il y a beaucoup plus d'heures de maths dans les études d'ingénieur civil architecte. Vous allez peut-être plutôt, du coup, vous diriger vers des études d'architecture. Alors, les crédits, c'est aussi utile pour évaluer le nombre d'heures de travail à fournir pour un cours, comme j'en avais parlé. Pour exemple, j'ai pris une grille horaire d'élèves de Réto. C'est une grille horaire qu'on peut trouver sur le site web d'une école. Ici, on voit que les élèves vont avoir par semaine 4 heures de français, mathématiques apparaît 2 fois, il y a 4 heures en tout, 5 heures de comptabilité, etc. Donc ça, c'est toutes les heures de cours qu'ils auront lors de leur formation. Si on remet ça sur une grille horaire hebdomadaire, on va se rendre compte que les cours apparaîtront sur 5 jours de la semaine. Il y aura 8 heures de cours par jour, sauf le mercredi où il n'y aura que 4 heures de cours. Et on retrouve nos 4 heures de français, 4 heures de maths, 5 heures de compta, etc. Donc ça, ce sont les grilles horaires que vous connaissez pour l'instant. Ici, maintenant, je vais vous montrer la répartition des cours pour exemple d'un étudiant de première année en bachelier en histoire. Alors ici, vous voyez la mention de bloc 1. Le bloc, en réalité, c'est le terme qu'on emploie à l'université pour parler d'année d'études. Donc c'est bien une grille de cours d'un élève de première année. Et donc là, en l'occurrence, c'est d'un bachelier en histoire pour l'année académique 2019-2020. On se rend compte aussi que chaque cours va être évalué donc non plus en nombre d'heures, mais en nombre de crédits. On va avoir la mention 5 crédits. À l'ULB, les cours sont évalués généralement avec des multiples de 5. Donc ça va être des cours à 5, 10, 15 crédits, etc. Donc ici, on a 12 cours à 5 crédits. Ils apparaîtront dans la grille horaire de l'étudiant comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que cette grille horaire, elle va apparaître en fonction d'une semaine particulière. Donc en fait, c'est tout à fait possible que votre grille horaire, elle change d'une semaine à l'autre quand vous êtes à l'université.
On remarque aussi que la grille horaire s'étend du lundi au samedi. Certains étudiants, bien que ce soit rare, pourraient avoir cours le samedi. On remarque également que certains cours ont lieu parfois le soir. Alors ici, il y a des cours qui effectivement ont lieu le lundi jusqu'à 20 h. C'est relativement rare, mais ça arrive aussi. On se rend compte aussi que le vendredi, il n'y aura pas de cours pour cet étudiant d'histoire. On voit aussi en mauve, je ne sais pas si c'est très clair, en mauve ici, qu'il y a un cours de 10 à 12 qui est un cours d'aide à la réussite. C'est un cours optionnel, mais l'étudiant peut y participer s'il en a besoin. On voit également que par rapport à la grille horaire d'un élève de secondaire, cette grille-ci de cet étudiant, elle paraît beaucoup plus vide. Il n'y a en effet, si on compte, il n'y a que 20 heures de cours sur toute la semaine. Alors, évidemment, cette grille horaire, elle ne prend pas en compte le travail que l'étudiant devra fournir, le travail que l'étudiant devra fournir sur le côté. Et donc ça, ce sera à vous de gérer votre propre horaire pour avoir le temps de travailler vos cours à côté. Alors, comme je l'ai déjà précisé, mais je le reprécise, la charge de travail, elle va être évolutive en fonction de votre année d'études, de la filière que vous choisirez, etc. Aussi, donc là, ça n'apparaît pas, on voit plutôt des cours théoriques, mais évidemment, dans ces grilles de cours apparaissent vos TP, vos cours à options, les laboratoires, etc. Il faut savoir qu'il y a certains cours qui peuvent être communs à plusieurs filières. Par exemple, ici, dans ce bachelier en histoire, on va avoir un cours d'histoire de la philosophie qui sera donné à 9 filières différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille des classes, elle peut être tout à fait variable à l'université en fonction des cours que vous aurez. Alors, les groupes classes, parlons-en. En secondaire, il y a généralement environ 25 élèves par classe, parfois un peu moins pour les cours à options. Tandis qu'à l'université, et en l'occurrence ici à l'ULB, vous aurez évidemment des cours en auditoire, parfois dans de grands auditoires, mais il faut être conscient du fait que la moitié des cours sera donnée à des classes de 28 étudiants au maximum, et que les 3/4 des cours sont donnés à des classes de 74 étudiants-étudiantes maximum. Alors, je vous ai parlé un peu plus tôt du métier d'étudiant, quand je vous disais que c'était un travail à temps plein, donc quand on fait le calcul, 42 heures de travail, 42 semaines par an, et du fait que le métier d'étudiant, c'était vraiment, il fallait prendre tout ça dans sa globalité, donc le fait d'assister aux cours, de prendre des notes, etc. Alors, en quoi ça consiste? Évidemment, on ne peut que vous inciter à être présent ou présente au cours parce que ça vous permet de voir une première fois la matière. Mais être présent au cours, c'est pas juste rester sur son téléphone, c'est être véritablement actif et également prendre vos propres notes. Les notes de votre voisin, elles seront toujours moins claires que si c'était les vôtres, peut-être moins complètes. Donc vraiment, prenez note vous-même, faites vos résumés vous-même. Il faut évidemment que vous prépariez vos cours. Si vous n'avez pas de journal de classe, comme en enseignement secondaire, vous devrez tenir un planning et être capable de préparer vos cours à l'avance, mais aussi de vous documenter. Si le professeur parle d'une notion que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, n'attendez pas que le cours ait été déjà beaucoup plus loin, mais pensez à voir ce qu'il en est de cette notion et à vous renseigner sur ce concept. Et alors, évidemment, la dernière chose et sans doute la plus importante du métier d'étudiant, c'est évidemment de réussir les évaluations. L'essentiel n'est pas seulement d'assister aux cours, mais aussi de réussir les examens. Parlons-en de ces examens. Alors, à l'université, comme en secondaire, vous allez avoir différents types d'évaluations. Vous pourrez avoir des examens écrits et ou oraux. Alors oui, on met bien et ou, parce que vous aurez différentes formes d'examens. Donc vous pourrez avoir des QCM, parfois à points négatifs, ceux-là seront généralement redoutés par les étudiants. Vous pourrez avoir des questions ouvertes, des travaux, que ce soit seul ou en groupe, mais aussi plusieurs combinaisons possibles. Donc ce sera tout à fait possible que le professeur vous demande, par exemple, de faire un travail de groupe, mais que vous veniez le défendre oralement devant lui. Si jamais, au cours de l'année, vous identifiez des problèmes dans votre apprentissage, vous pouvez toujours vous diriger vers différentes structures et différentes personnes qui vous viendront en aide. Alors, la première chose, c'est qu'il est tout à fait possible de vous exercer en ligne. On vous a peut-être déjà parlé de l'université virtuelle. Donc, il y a des plateformes virtuelles sur lesquelles vous pouvez vous exercer. Il y a aussi tout un tas de guidances et de remédiations. Elles sont proposées parfois par les professeurs, parfois par leur assistant-assistante. Mais vous pouvez aussi vous adresser à tout un tas de personnes ressources et de coachs qui sont proposés par les facultés. Il existe aussi ce qu'on appelle le parrainage étudiant. Alors, c'est un événement qui est organisé en début d'année par les différentes facultés
Et lors de cet événement, on va proposer à un élève de première année de bachelier d'avoir un parrain ou une marraine qui va étudier dans une année plus élevée. Alors ce parrain ou cette marraine, elle sera capable de donner les différents trucs et astuces de la filière au nouvel étudiant. Et donc ça peut être un petit peu rassurant de faire appel à ce genre de choses. Alors évidemment, tout ça, ça vous est proposé, ça ne vous est pas imposé, ça existe. Si vous ressentez le besoin d'y faire appel, n'hésitez pas et adressez-vous à ce genre de personnes ou à ce genre de structure. Alors, il faut aussi savoir que si vous êtes un petit peu anxieux par le fait de commencer des études universitaires, c'est toujours possible de faire des cours préparatoires. Il y en a qui sont donnés pendant l'année, les cours préparatoires à l'examen d'admission en polytechnique et les cours préparatoires à l'examen de médecine, par exemple. Alors, certes, pour les élèves qui sont en réto cette année, ça va être un peu trop tard, mais ces cours sont aussi donnés durant l'été. Donc, vous avez durant l'été des cours d'examen pour Polytech, pour médecine. Vous avez également des cours de méthodologie. Alors, en quoi ça consiste? Ce sont des cours qui permettent d'appréhender les syllabies, d'apprendre à prendre des notes, des choses comme ça. Et vous avez également des cours thématiques, que ce soit des cours de langue, de maths et de sciences. Petite info, l'examen de médecine, cette année, donc la première session va être repoussée au 28 août. Et donc, il y aura des cours qui seront donnés pour cet examen, des cours préparatoires pour cet examen, qui seront donnés dès le début du mois d'août. On vous invite toutefois vraiment à aller sur le site ulb.be pour prendre toutes les informations et être sûr qu'elle n'ait pas changé entre-temps. Alors, une autre chose qui peut vous venir en aide et vous aider à préparer votre entrée à l'université, ce sont tous les services d'aide pour les étudiants et les étudiantes. Il y en a des différents. Ils sont disponibles aujourd'hui donc via le hall d'accueil. Vous pouvez accéder au hall des services. Les services que je vais citer maintenant, ainsi que d'autres services, y seront présents et pourront répondre à vos questions. Vous aurez notamment les services des logements qui vous proposent des résidences sur nos campus universitaires. Il faut entrer une demande via notre site internet. Pour l'année académique prochaine, il faut faire cette demande avant le 31 mai 2020. Et pour toutes les modalités d'attribution des logements, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de ce stand. Il y a aussi le service pour lequel je travaille, qui s'appelle Inforétudes, qui va vous délivrer de l'information à la fois sur les programmes des cours, mais également sur tous les services d'aide pour les étudiants et étudiantes. Donc si vous avez des questions d'ordre général, vous pouvez vous adresser à nous. Vous pouvez également vous adresser à nous pour toute question relative à votre orientation, votre choix d'études, éventuellement à votre réorientation en cours d'études, si vous voyez que vous vous êtes trompé sur votre choix d'études. Vous pouvez également vous adresser à notre service social. Ce service social va délivrer à la fois des bourses, des aides financières, parfois des aides matérielles aux étudiants qui en auraient besoin. Il faut savoir qu'il y a énormément d'étudiants qui pourraient bénéficier d'aides financières, d'aides logistiques, mais qui n'en font jamais la demande. Donc, prenez contact avec le service social, ça peut toujours être utile. Il y a aussi un service d'aide pour les étudiants à besoins spécifiques. Donc, ça peut être des étudiants qui seraient en situation de handicap, des étudiants qui seraient sportifs de haut niveau, musiciens professionnels, entrepreneurs, etc. Et pour lesquels des aménagements seraient possibles pour les examens, par exemple. Alors, encore une fois, tout ça existe, mais n'est pas obligatoire. Donc, c'est vraiment à vous de faire la démarche et d'aller vous renseigner par rapport à tout ça. Alors, une autre chose qu'on vous conseille, évidemment, afin de préparer votre entrée à l'université, c'est évidemment de s'informer et d'effectuer votre choix d'études de la meilleure manière possible. Alors, comment faire ça? Déjà, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillères en orientation. C'est gratuit et elles peuvent véritablement vous guider dans votre choix d'études. On vous invite aussi évidemment à discuter avec des professionnels. Si vous rêvez d'être médecin, mais vous n'avez peut-être pas une idée précise de ce que sera la vie quotidienne d'un médecin. Ça comporte, pour un médecin généraliste, du travail administratif également. Ce sera prendre des rendez-vous, ce sera avoir une vie d'indépendant, etc. Donc ça peut être une bonne chose de poser des questions précises sur un métier. On vous invite aussi évidemment à discuter avec des étudiants et des étudiantes qui pourront vous partager leur expérience propre. Vous pourriez éventuellement aussi leur demander de consulter leur syllabus et ainsi d'avoir une vue plus précise sur les matières que vous allez étudier. On vous invite évidemment également à discuter avec des professeurs. Ils sont là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc vous pouvez aller via le hall d'accueil
dans soit le hall des sciences techniques et sciences de la santé, soit le hall des sciences humaines, retrouver les différentes facultés et parler aux professeurs des cours qui vous intéresseraient, de vos inquiétudes, etc. N'hésitez pas non plus, comme je l'ai déjà dit, à prendre contact avec les services d'aide aux étudiants et étudiantes. Tout ça, vous pouvez le faire évidemment tout au long de l'année, mais aussi durant l'été. Donc, Inforétudes et les différents services d'aide pour les étudiants et étudiantes sont également ouverts pendant l'été, donc n'hésitez pas à nous contacter. Alors, pour finir, je vous ai parlé longuement du métier d'étudiant, mais être étudiant, c'est aussi avoir une vie sur le côté et aussi faire d'autres choses que d'étudier. Sur nos campus, vous verrez que la vie culturelle est assez présente. Il y a notamment la radio de l'ULB, Radio Campus, à laquelle vous pouvez éventuellement participer. Il y a tout un tas de salles d'exposition, de musées également. Vous pourriez, si vous le voulez, assister à des ateliers. Donc, il y a des ateliers cinéma, théâtre, improvisation, des orchestres, des chœurs, enfin, tout un tas de choses dans lesquelles vous pourriez vous impliquer. Il y a aussi ULB Sport qui organise les relativement connus 10 km de l'ULB, mais qui vous propose également plusieurs dizaines de sports pour un prix assez modique, à savoir environ 50 € par an. C'est en réalité juste le prix de l'assurance. Et donc, vous pouvez tout à fait continuer à pratiquer votre discipline sportive sur nos campus. Alors, évidemment, vous pourriez aussi vous engager dans nos cercles étudiants. Ces cercles peuvent être folkloriques ou non. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cercle folklorique? Ce sont les cercles qui organisent un baptême. Le baptême, évidemment, n'est pas obligatoire. Si vous décidez de ne pas faire ce baptême, vous ne serez à aucun moment, vous n'aurez pas de problème dans vos études si vous décidez de ne pas faire le baptême. Mais certains étudiants le font et trouvent ça très chouette. Mais les cercles vous proposent aussi d'autres choses que le baptême. Vous aurez des cercles politiques, des cercles culturels, des cercles facultaires, tout un tas de cercles qui vous proposeront diverses activités en fonction de vos propres centres d'intérêt. C'est aussi tout à fait possible de vous engager, soit à travers différents cercles, différentes activités de vos cercles, mais aussi par exemple à travers les actions de notre ASBL ULB Engagé, qui a notamment fait pas mal d'actions auxquelles il était possible de participer en période de coronavirus. Je vais terminer par vous dire qu'en fait, le plus important, c'est de parvenir à concilier votre vie et votre métier d'étudiant ou d'étudiante. Vous allez découvrir un nouveau rythme de vie, de nouvelles matières, un nouveau cadre d'enseignement. Vous allez être confronté à tout un tas de nouvelles sollicitations au vu de cette liberté que vous allez acquérir. Et donc, l'essentiel, c'est vraiment de s'adapter et de parvenir à gérer son temps, son autonomie, tenir un agenda. Ça met parfois un petit peu de temps, mais voilà, c'est impossible pour personne, j'en suis la preuve. Je termine donc par les coordonnées de notre service Inforétudes. Comme je vous en ai parlé, il est possible de faire des entretiens d'orientation avec rendez-vous ou de participer à nos ateliers d'orientation qui ont lieu mensuellement. Tout ça est gratuit, hein, évidemment. Vous pouvez également venir nous voir. Bon, pour l'instant, la permanence est fermée, mais vous pouvez venir nous voir en vrai à notre permanence d'information sans rendez-vous et nous poser vos questions. En attendant, on vous invite évidemment à venir, à venir nous voir sur notre stand et donc sur le hall d'accueil, vous pouvez venir nous poser vos questions, vous poser nos questions, en l'inverse. Vous avez notre adresse mail, notre contact sur le site web, donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous. Je vais enlever la présentation PowerPoint et tenter de répondre à vos questions, si je les trouve. Alors, voilà. Nouveau. Alors, attendez, hein, je remonte dans les questions. Alors, je vois qu'il y a une personne qui a posé une question relative aux études en technique. Si vous avez un diplôme secondaire technique, du moment où vous avez un CESS en réalité, vous pouvez accéder à l'université. Donc, c'est quand même une bonne info à connaître.
Est-ce que, donc, pensez-vous qu'en entrant à l'université avec un bagage assez faible pour la faculté choisie, en travaillant dur, une réussite est envisageable? Cette question, je vous invite à la poser à la faculté en question. En réalité, c'est quand même relativement variable. Si vous décidez de entreprendre des études de médecine polytechnique en ayant eu 2 heures de maths tout au long de vos études secondaires, ça risque d'être assez compliqué. Maintenant, si vous décidez de vous diriger plutôt vers les sciences humaines après avoir fait un cursus en sciences ou en maths, ce sera sans doute plus facile. Donc, vraiment, aller voir les facultés. Est-il possible de faire plusieurs masters? Alors oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez les faire l'un après l'autre ou en même temps. Alors si vous décidez de faire des études en même temps, donc 2 filières différentes, ça peut être possible, mais évidemment c'est très compliqué parce que la charge de travail se retrouve exponentielle. Après, pour les masters, il faut toujours évidemment faire attention aux conditions d'accès. Je vois qu'il y a des questions relatives aux inscriptions, donc n'hésitez pas à aller dans le hall des services, les poser directement au stand des inscriptions. Pour vos questions plus précises relatives à vos cas personnels, n'hésitez pas à venir me poser la question dans le hall d'accueil, donc au nom de France Le Guay, j'y répondrai volontiers. Alors, pour réussir, ça c'est une question intéressante. Donc, pour réussir au niveau des crédits, par année d'études, il faut réussir 60 crédits. Donc, vous devez avoir accumulé 180 crédits réussis pour réussir votre bachelier et 120 pour avoir réussi votre master. C'est possible de passer en ce qu'on appelle poursuite de cursus avec 45 crédits, mais les 15 crédits restants, vous les garderez dans votre sac à dos pour l'année suivante. Donc en fait, vraiment, on vous conseille de viser 60 crédits chaque année à réussir. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Oula. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Alors là, généralement, le professeur donne les modalités qu'il estime, enfin pour son cours, il va donner les modalités en début de cours. Vous pouvez peut-être parfois aller le voir à l'intercours. Alors, parrainage étudiant, c'est tout à fait facultatif. Vous pouvez y participer, c'est pas obligatoire. Les cours préparatoires sont payants, mais c'est relativement peu cher. Je vous conseille d'aller voir sur le site de l'ULB. Ça varie. C'est maximum une centaine d'euros pour tous les modules, mais allez voir. Parce que ça dépend du nombre de modules que vous allez choisir, des cours que vous choisissez, etc. Et alors, peut-être la dernière question, système d'évaluation continue. Alors, le système d'évaluation, ça dépend vraiment du professeur. Certains professeurs peuvent faire des évaluations durant l'année, en plus des examens. Ça dépend vraiment.